Le roi Bec-de-Grive. Il était une fois un roi dont la fille était d'une exceptionnelle beauté, mais aussi, hélas, d'un orgueil démesuré. Une foule de prétendants était déjà venue solliciter la main de la jolie princesse. Mais celle-ci les avait tous éconduits en se contentant de les congédier de quelques paroles blessantes. Un jour, le roi, jugeant indispensable que sa fille trouve enfin chaussure à son pied, organisa une grande fête. Il y convia tous les jeunes gens du pays susceptibles de lui convenir comme gendre. Installé dans la salle de bal, il les présenta un à la belle, qui daigna à peine leur adresser un sourire moqueur. Il était clair qu'aucun d'eux ne lui plaisait. Finalement, elle n'hésita pas à les critiquer ouvertement. « Tu ne crois tout de même pas que je veuille de cet échalas, ni que j'accorderai ma main à ce géant ou à ce nain. À vivre avec ce militaire, j'attraperai de l'urticaire. Et vise-moi ce moustachu ou ce bas lourd au nez crochu. » Ce disant, elle montrait sans vergogne, l'intéressait du doigt et riait fort impoliment en tentant de cacher sa bouche derrière ses doigts en éventail. Vexés ou morfondus, les jeunes gens quittaient la salle sans un mot, après s'être inclinés devant le roi fort gênés. Tous subirent un sort identique, sans aucune considération pour leur titre, ni leur fortune, ni leur mérite, ni même leurs attraits physiques. Le dernier des soupirants était le jeune souverain d'un pays voisin. Il était beau et bien bâti, mais pour son malheur, affublé d'un affreux menton en galoche. La princesse pouffa. « A-t-on jamais vu un menton pareil? On dirait un bec de grive !» lança-t-elle à la ronde. Et elle éclata d'un rire aussi insultant que stupide, sans remarquer le regard courroucé de sa victime. Aussitôt, tous les courtisans, bêtes et obséquieux, suivirent son exemple et se moquèrent du pauvre prétendant, sans souci de ses qualités de cœur et d'esprit qui pourtant étaient grandes. La plaisanterie fit le tour de l'assemblée, et à partir de ce jour, le jeune homme fut baptisé sans pitié Bec-de-Grive. Le vieux roi, révolté par la manière dont sa fille avait traité ces jeunes gens fort convenables, fut pris d'un violent accès de colère. Il menaça la dédaigneuse. « Puisque c'est ainsi, le tout premier vagabond qui se présentera à notre porte deviendra ton époux. » Quelques jours plus tard, le roi, passant près d'une des fenêtres de la salle du trône, entendit une voix éraillée qui chantait au son grinçant d'une vielle. C'était un musicien ambulant qui errait de château en château pour gagner son pain. Le roi le fit entrer. L'homme avait un aspect misérable. Il portait des vêtements usés jusqu'à la corde et son menton s'ornait d'une barbe hirsute et sale. Le souverain le fixa gravement, puis rappela à sa fille. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Puisque tu refuses de choisir un époux, j'ai décidé de te donner au tout premier miséreux qui viendrait frapper à notre porte. Eh bien, le voilà. Votre mariage sera célébré cet après-midi même dans la chapelle du palais. » Puis, se tournant vers le vagabond, apparemment ravi de l'aubaine, il lui offrit sans hésiter la main de sa fille. La princesse, perdant soudain ses grands airs, eut beau supplier, se mettre à genoux, menacer de se tuer, verser toutes les larmes de son corps, le roi resta inflexible. Une fois que la jeune fille et le musicien ambulant eurent été unis, le roi déclara « Tu ne peux pas rester au château. Une femme doit suivre son mari. » La princesse et son nouveau compagnon se mirent aussitôt en route. L'orgueilleuse jouvencelle, qui n'avait point l'habitude de se déplacer à pied, fut vite épuisée, et elle geignait à chaque pas. Arrivés à la lisière d'une vaste forêt, ils s'arrêtèrent donc quelques instants pour se reposer un peu. La princesse, retrouvant son souffle, demanda à un garde-chasse qui passait par là « À qui appartiennent ces bois ?» Et le garde-chasse de répondre « Votre question est bien naïve. Ces bois sont au roi Bec-de-Grive. » Effondrée, la jeune fille poussa un profond soupir et murmura d'un ton plein de regret. « En moquant ce roi par bêtise, quelle erreur ai-je donc commise ?» Mais son époux, sans l'écouter, la pressa de reprendre la route. Un peu plus loin,
Le vielleur et sa femme longèrent de vastes champs couverts d'un beau blé doré. La princesse, admirative, interpella un des paysans qui y travaillait. « À qui donc appartiennent ces beaux champs ?» Et le paysan de répondre. « Votre question est bien naïve. Ces champs sont au roi Bec-de-Grive. » En entendant cette réponse, la jeune fille de Rechef soupira d'un air las. « En moquant ce roi par bêtise, quelle erreur ai-je donc commise ?» Le soir, la jeune mariée et son époux arrivèrent dans une grande ville fort animée. Émerveillée, la jeune princesse héla un passant. « À qui appartient cette jolie ville ?» Et le badaud de répondre. « Votre question est bien naïve. Cette ville est au roi Bec-de-Grive. » Une fois encore, l'infortuné, de plus en plus désespéré, se lamenta. « En moquant ce roi par bêtise, quelle erreur ai-je donc commise ?» Le musicien, excédé de ces jérémiades, finit par se fâcher. « Dis, crois-tu qu'il me soit agréable de t'entendre répéter que tu aurais préféré en épouser un autre ?» grommela-t-il. « Je ne suis pas assez bien pour toi, peut-être ?» Quelques heures plus tard, il s'arrêta devant une humble maisonnette enfouie au fond des bois. « Quelle misérable cabane !» s'exclama la princesse à cette vue. « Qui donc habite dans ce taudis ?» Le musicien répondit fièrement. « Cette maison est la mienne, et la tienne aussi, désormais. » Fort inquiète, la princesse, pénétrant dans le pauvre logis, s'enquit. « Mais où sont les domestiques ?»« Les domestiques ?» s'étonna l'époux sur un ton de dérision. « Tu ne penses tout de même pas que je pourrais me payer des domestiques ? Non. Mais désormais, j'ai une petite femme qui va s'occuper de mon ménage. Allons, commence par allumer le feu. Ainsi tu pourras faire cuire le dîner tout à l'heure. Je meurs de faim. » Mais l'orgueilleuse princesse n'avait évidemment pas la moindre idée quant à la manière d'allumer un feu, ni même de faire cuire un œuf. Elle était absolument incapable de s'acquitter de ces tâches tout à fait ordinaires, et il fallut que son mari lui explique tout. Les jours suivants, la jeune femme fit honnêtement de son mieux, mais le résultat était plus que désastreux. « Mais à quoi sers-tu donc, idiote ?» grognait son époux. « Tu n'es bonne qu'à nous coûter de l'argent. Je ne gagne déjà pas assez pour me nourrir moi-même, alors pour deux, il serait grand temps que tu nous rapportes un peu d'argent, toi aussi. » Le musicien se rendit au bord de la rivière et y coupa des branches de saule qu'il ramena chez lui en fagot. Il faudrait bien que sa mijaurée de femme apprenne à tresser des paniers. Les tiges d'osier, cependant, étaient terriblement dures et coupantes. Cette fois encore, la jeune femme fit tout son possible. Mais le soir, elle tendit vers son mari des mains pleines de sang. « Même cela, tu n'es donc pas capable de le faire !» lui reprocha alors celui-ci. « Bon, il va falloir que nous imaginions autre chose pour gagner notre pain. Tu vas essayer de filer du lin. » Et il tendit à son épouse une quenouille et des brins de lin brut. La princesse, qui n'avait évidemment jamais appris à tisser, suivit courageusement les instructions qu'il lui donnait. Mais malgré tous ses efforts, le fil ne cessait de casser. Après quelques heures, de grosses larmes se mirent à couler le long de ses joues. Son dos la faisait horriblement souffrir, et elle avait les doigts lacérés par le fil. « Que vais-je donc faire d'une femme pareille ?» s'impatienta le vielleur. « Il ne nous reste plus le moindre quignon de pain, et tu n'es pas capable de gagner ne serait-ce que quelques sous. Tu n'es qu'une bonne à rien et une bouche inutile !» L'homme se mit alors à réfléchir. Il ne reste plus qu'une solution. Le marché. Peut-être as-tu des dons pour le commerce. Je vais essayer de me procurer quelques jarres et quelques cruches. Il faudra malheureusement que j'aille emprunter de l'argent, puisque nous n'avons plus un sou. Mais que faire d'autre ? Le lendemain, dès l'aube, la princesse se mit en route avec son mari. Elle ployait sous le poids des pots et des jarres dont ce dernier l'avait chargée. Lorsqu'ils furent en vue des premières maisons,
L'homme lui fit ses adieux, puis s'en alla de son côté. S'asseyant au coin d'une rue, la jeune femme observa anxieusement les badauds qui déambulaient. Au début, la nouvelle marchande fit cependant des affaires, car les acheteurs s'adressaient volontiers à cette jolie fille. Mais soudain, un cavalier pris de boisson écrasa sans même s'excuser les diverses poteries disposées sur le sol. La princesse éclata en pleurs. Comment allait-elle avouer à son époux que toute la marchandise était inutilisable? « Quelle idée as-tu eue de t'installer sur un coin, et en plein milieu de la foule ?» hurla en effet le musicien hors de lui. « Tu devais bien t'y attendre à ce genre d'accident. Qu'allons-nous donc devenir maintenant? Notre garde-manger est vide, et nous sommes endettés. » La princesse sanglotait, à l'extrême limite du désespoir. Elle se rendait bien compte qu'elle n'était bonne à rien. Le lendemain matin, le vielleur lui annonça: « J'ai réfléchi toute la nuit. Je suis fatigué, mais j'ai trouvé une solution. Tu vas aller te présenter comme fille de cuisine au palais voisin. Il manque toujours de personnel. » Et il ajouta résigné: « Tu ne gagneras sans doute pas grand-chose, car tu n'es vraiment pas doué. Mais peut-être te donneront-ils quelques restes. Ainsi, du moins, nous ne risquerons point de mourir de faim. » C'est ainsi que l'orgueilleuse princesse entra au service du roi Bec-de-Grive. Et à sa grande honte, comme la dernière des domestiques, accomplissant les tâches les plus humiliantes, celles dont personne ne voulait. Mais sous son vieux tablier rapiécé, elle portait 2 petits seaux qu'elle était autorisée à remplir avec les restes qu'elle trouvait sur les assiettes. Un jour, une grande fête fut organisée au palais. Des centaines d'invités, parés de somptueux atours, envahirent les vastes salles merveilleusement décorées. Dans les cuisines, tout le monde s'affairait et des valets couraient en tous sens chargés de cruches et de plateaux. Le menu était si abondant que les assiettes revenaient encore presque pleines. Les petits seaux de la princesse furent ainsi vite remplis. Cependant, profitant d'un instant de répit, la jeune fille se glissa discrètement jusqu'à la salle de bal. Elle entr'ouvrit légèrement la porte, avide de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la pièce. Mais impatiente de pouvoir contempler ce spectacle si fascinant, elle heurta avec le bâton un superbe jeune homme, vêtu avec faste et magnificence, qui passait justement par là. Avant qu'elle ait pu réaliser ce qui lui arrivait, ce dernier lui prit la main. À sa grande frayeur, la princesse reconnut alors le roi Bec-de-Grive, le jeune souverain de ce palais féerique. Toute rougissante, elle s'efforça désespérément de lui retirer sa main. Qu'allait-il dire de sa tenue, lui dont elle s'était tant moquée jadis au palais de son père? Affolée, elle voulut s'enfuir, mais dans sa précipitation, elle fit tomber les petits seaux cachés sous son tablier. Aussitôt, tous les assistants tournèrent les yeux dans sa direction. Quelques-uns éclatèrent de rire, d'autres prirent un air profondément choqué. Que venait faire cette souillon de cuisine parmi les nobles invités? De grosses larmes d'humiliation inondèrent alors le charmant visage de la malheureuse princesse que personne n'avait en fait reconnue. Au comble du désespoir, elle quitta la salle en courant. Elle dévala les grands escaliers de marbre qui conduisaient au splendide jardin du palais et se dirigea vers l'une des portes de sortie. Mais soudain, elle sentit qu'on lui prenait le bras. Éperdue, elle se retourna et se trouva nez à nez avec le roi Bec-de-Grive en personne. « Viens, » lui dit gentiment le jeune souverain. « Je constate que tu regrettes ton attitude passée. Désormais, nous vivrons ici au palais, plutôt que dans cette misérable chaumière au fond des bois. » En réalité, la fête de ce soir avait été organisée en notre honneur à tous les 2. La princesse fixa son interlocuteur d'un air ahuri. Complètement désorientée, elle ne comprenait rien à ses paroles, et elle ne s'expliquait point sa courtoisie envers la pauvre et lamentable servante qu'elle était devenue. « Que dites-vous » murmura-t-elle. « Vous voulez vivre avec moi ?»« Mais oui, c'est vrai,
poursuivit le roi en lui souriant. « Tu es ma femme, car le vielleur ambulant, c'était moi. Je m'étais déguisée après avoir entendu la menace de ton père. Je voulais absolument faire de toi mon épouse. Mais il fallait d'abord que tu apprennes à te montrer moins méprisante, et aussi à supporter mon vilain menton en galoche. » Rayonnante, la princesse comprit enfin son bonheur. Elle rentra dans le palais au bras de son noble époux, sous les joyeux applaudissements de toute la cour réunie. Ces dames d'honneur la vêtirent aussitôt d'une robe éblouissante et la parèrent de 1000 joyaux étincelants. Mais la nouvelle reine, autrefois si vaniteuse, n'en avait cure. Elle était si occupée à regarder son jeune roi qu'elle ne remarqua même pas que ce dernier lançait à la dérobée des clins d'œil complices à son beau-père. Il fut bientôt si éprise de son tendre mari qu'elle en vint à chérir le défaut de son visage plus encore que la perfection de ses autres traits. Jamais plus elle ne songea au méchant surnom qu'elle lui avait un jour donné. Les feuilles de tabac. Sur une petite île, perdue au milieu de l'océan Pacifique, un homme et une femme vivaient avec leur fils. Le jeune garçon avait dans les yeux des paillettes d'or et sa jolie tête était couverte d'une merveilleuse chevelure sombre. Mais il arborait toujours un air malicieux qui ne laissait rien présager de bon. Kuruziwari, pourtant, n'était point méchant. Il avait même du cœur. Mais comme tant de gamins du même âge, il possédait un esprit très aventureux. Sa curiosité le poussait sans cesse à tenter de nouvelles expériences, comme tirer le fil avec lequel sa maman tissait pour voir ce qui allait se passer. Ce matin-là, il mit son projet à exécution et avant que sa mère ait compris ce qui arrivait, son ouvrage se retrouva sur le sol. « Qu'as-tu donc avalé ce matin ?» s'énerva la malheureuse. « Pourquoi ne vas-tu pas plutôt jouer dans le jardin avec tes amis ?» Mais Kuruziwari n'eut pas le temps de répondre, car en gambadant, il était tombé dans un buisson plein d'épines. En hurlant, il partit se faire consoler chez son père. « File d'ici !» lui cria ce dernier, sans même prendre la peine de lever la tête, car il était occupé à travailler un morceau de bois. « Je n'ai vraiment pas besoin de toi pour le moment. » Kuruziwari ne songeait même plus à pleurnicher. Profondément blessé, il s'en fut sans un mot, la mine sombre. Puisque personne ne voulait de lui, il irait vivre ailleurs. Et, sans un regard en arrière, il quitta sa maison. Lorsque la nuit tomba, les parents du petit garçon commencèrent à s'inquiéter. C'était la première fois que celui-ci était absent si longtemps. Il leur fallut des heures et des heures de recherche avant de trouver finalement le jeune fugitif en train de jouer paisiblement avec un camarade. « Kuruziwari !» s'écria la maman qui, dans son profond soulagement, avait déjà oublié la correction qu'elle avait pourtant l'intention d'affliger à son fils. « Je suis si contente de t'avoir retrouvé, mon enfant, » ajouta-t-elle. « Mais qui est donc ce petit garçon ?»« C'est notre fils, » fit alors une voix derrière eux. Et, de fait, les parents de Kuruziwari virent une femme et un homme qui se dirigeaient vers l'autre gamin. « Oui, nous sommes les parents de Maturawari, » expliquèrent-ils. « Votre garçonnet s'était-il également enfui ?» Et les deux couples entamèrent une longue conversation. Ils avaient tant d'histoires à échanger au sujet de leurs rejetons respectifs qu'ils ne s'avisèrent point que ceux-ci s'étaient à nouveau éloignés tout en jouant. Tout à coup, la mère de Kuruziwari, jetant un regard autour d'elle, s'écria « Oh, ces petits vauriens se sont encore échappés !» Ce furent, cette fois, deux pères forts en colère et deux mères désolées qui partirent à la recherche des galopins. Ils y passèrent toute la nuit et c'est seulement lorsque le soleil pointa à l'horizon qu'ils retrouvèrent les deux enfants terribles qui s'ébattaient tranquillement avec un troisième larron du même âge. « Les voilà, là, ils sont là !» hurla la maman de Kuruziwari. Mais ils n'étaient pas seuls. Juste au même moment, une femme et un homme s'élancèrent avec soulagement, les bras tendus,
vers le troisième gamin. « Kavaivari, où étais-tu donc caché ?» interrogea la femme qui devait être la mère de l'enfant. Et, sans attendre la réponse, elle se mit à expliquer à la ronde qu'elle-même et son mari venaient de passer toute la nuit à rechercher leur fils disparu. Remplis de compréhension, les deux autres couples narrèrent à leur tour leurs propres déboires et tous se lancèrent dans une conversation très animée. Lorsqu'ils décidèrent enfin de rentrer chez eux, force leur fut de constater que les trois jeunes bandits avaient, une fois de plus, disparu. « Allons, Kuruziwari, Maturawari, Kavaivari !» hurlèrent-ils à qui mieux mieux. « Venez vite, nous rentrons !» Mais ils ne reçurent aucune réponse. Il ne leur restait plus qu'à reprendre les recherches. Longtemps, ils parcoururent le coin dans tous les sens, mais en vain. Les trois garçons semblaient cette fois avoir bel et bien disparu. Finalement, le jour se leva et le soleil se mit à briller. « Il nous faut rentrer maintenant, » dit alors le père de Maturawari, d'un ton où perçait une grande lassitude. « Nos autres enfants ont besoin de nous. Nous aussi, nous devons partir, » renchérirent les parents de Kavaivari. Mais les parents de Kuruziwari, eux, refusèrent de perdre espoir. Au tréfonds de leur cœur, ils savaient bien qu'ils ne retrouveraient plus leur précieux petit garçon vivant. Mais, quoi qu'il en fût, ils souhaitaient de toute leur force le revoir encore une fois. Plusieurs années passèrent sans que l'on trouve la moindre trace des enfants. Les parents de Kuruziwari avaient depuis longtemps le visage tout plissé de rides et les cheveux parsemés de fils d'argent, quand, un matin, ils aperçurent, sur la plage, trois beaux jeunes hommes. La vieille femme, sans hésiter, reconnut parmi eux son garçon disparu. « Kuruziwari !» s'exclama-t-elle folle de joie. « C'est bien toi, mon fils !» Le jeune homme fit de la tête un signe affirmatif. « Oui, mère, » répondit-il, « c'est bien moi, ton fils. » Et voici aussi Maturawari et Kavaivari. Nous habitons désormais au pays des dieux, expliqua-t-il. Mais nos maîtres nous ont accordé une chance de revenir parmi les mortels. Écoutez-nous bien, car nous ne pourrons vous en dire plus. Faites brûler pour nous une branche de feuilles de tabac que vous aurez cueillie vous-même. Notre délivrance est à ce prix et dépend entièrement de vous. Un instant plus tard, les trois jeunes hommes s'étaient volatilisés. La mère de Kuruziwari se frotta les yeux, incrédule, persuadée d'avoir rêvé. « Des feuilles de tabac ?» répéta-t-elle perplexe. « Connais-tu cette plante ?» demanda-t-elle ensuite à son mari qui fixait mélancoliquement l'immensité de l'océan. « Je n'en ai jamais entendu parler, » avoua le vieil homme. « Allons donc interroger le sage de notre village. »« Votre fils a dit vrai, » déclara ce dernier. « Le tabac est bien une plante qui existe, mais... » hésita-t-il avant de poursuivre sur un ton grave. « Ce ne sera pas simple de la trouver. Pour autant que je sache, elle n'est cultivée que sur l'île aux femmes, et nul n'a jamais osé y aborder. » « Comment allons-nous faire alors pour revoir notre cher enfant ?» gémit le père de Kuruziwari. Et le vieillard lui lança un regard si empli de désespoir que le sage eut pitié de lui. « Envoyez un oiseau vers l'île, » lui suggéra-t-il, « et chargez-le de ramener quelques graines de tabac. » Le père et la mère partirent, sans attendre, à la recherche de l'oiseau qui les aiderait à retrouver leur fils. Peu après, ils croisèrent une cigogne qu'ils envoyèrent sur l'île aux femmes. Mais, au bout de 3 mois, l'oiseau n'était pas revenu et le père de Kuruziwari, désolé, comprit que leur tentative avait, hélas, échoué. Il pria alors une grue de bien vouloir les aider. « Je t'accompagnerai, » dit à celle-ci un petit colibri qui avait constaté avec compassion l'immense chagrin des deux vieux. « Je pourrais peut-être t'aider. » Et les deux oiseaux s'envolèrent vers l'île du dernier espoir. À mi-chemin,
le minuscule colibri fut si épuisé que la grue dut le prendre sur son dos. Mais lorsqu'ils furent en vue de l'île aux femmes, il déclara astucieusement à sa compagne « Si tu te mets à décrire les cercles dans le ciel pour attirer l'attention des femmes, moi, je tâcherai de recueillir quelques graines de tabac. » La grue s'exécuta sans répliquer, en veillant à rester hors de portée des flèches que lançaient les femmes, et les deux oiseaux rapportèrent aux parents, ravis, les précieuses semences réclamées par leur fils. Le cœur rempli d'espoir, les deux vieillards plantèrent celles-ci dans leur jardinet, derrière leur maison. Après de longs mois, une belle plante de tabac finit par germer, puis grandit. Pendant que le vieux allumait un petit feu, sa femme cueillit délicatement la plus belle branche qui portait de superbes feuilles. « Bonjour, père. Bonjour, mère » entendirent-ils aussitôt derrière eux. Éperdus, les deux vieillards eurent de la peine à croire à leur bonheur. Mais leur fils bien-aimé avait dit vrai. Il était enfin de retour. Les abeilles et les bourdons. Un bel essaim de courageuses petites abeilles s'était installé dans un bois. Il avait fallu des semaines aux ouvrières pour construire leurs précieux rayons au cœur d'un buisson. Chaque jour, elles s'en allaient dès l'aube récolter le nectar des fleurs qui leur permettait de fabriquer du miel. Un beau matin d'été, alors qu'elles venaient juste de quitter leurs alvéoles, un groupe de bourdons passa par là. Ils sentirent immédiatement le parfum sucré du miel. « Ça alors !» cria l'un d'eux. « Quelle veine! Nous allons nous régaler! Et que personne ne s'avise de prétendre que nous ne sommes pas chez nous, ici !» Un peu plus tard, les abeilles revinrent, épuisées de leur travail. Quelle ne fut pas leur indignation lorsqu'elles découvrirent les intrus. Mais elles eurent beau prier et menacer, les bourdons ne firent même pas mine de se déranger. « Allons chez la guêpe !» proposa l'une des abeilles. « Elle est si savante qu'elle saura bien décider à qui appartiennent ces rayons. » La guêpe laissa les abeilles exposer leurs problèmes à loisir. Elle leur déclara ensuite qu'elle avait effectivement vu des insectes à la robe rayée jaune et noire s'affairer autour d'un buisson pendant la semaine. Mais les abeilles et les bourdons étant habillés de façon fort similaire, il lui était difficile de se prononcer quant à leur identité. Les bourdons, cependant, battaient nerveusement des ailes. « Si vous nous donnez raison, promit l'un d'eux, nous vous paierons en miel. »« Ah non, vous n'avez pas le droit !» s'indignèrent les abeilles. « Ce sont là nos réserves pour l'hiver. »« Cessez donc de vous chamailler !» trancha enfin la guêpe. « Voici pour tous quelques alvéoles vides. Ceux ou celles qui les rempliront du miel le plus parfumé seront déclarés propriétaires des rayons. » Ravis, les petites abeilles se mirent immédiatement au travail, tandis que les bourdons protestaient violemment. La guêpe, sans les écouter, déclara « Le miel appartient donc aux abeilles. Celles-ci l'ont prouvé par leurs actes et pas seulement en parole. » La belle Vassilissa. Il était une fois en Russie un riche marchand qui vivait dans une grande maison avec sa femme et leur petite fille. Ils étaient tous trois très heureux. Mais un jour, la jeune mère tomba gravement malade alors que la petite Vassilissa n'avait encore que 7 ans. Le médecin, mandé d'urgence, vint examiner la femme du marchand. Quand il sortit de la chambre, il secoua la tête d'un air préoccupé. « J'ai bien peur que les jours de votre épouse ne soient comptés, avoua-t-il. Il n'existe aucun remède qui puisse la sauver. » Le diagnostic du médecin se révéla, hélas, exact. L'état de la pauvre femme empira d'heure en heure. Lorsqu'elle vit sa fin approcher, elle fit venir Vassilissa près de son lit. « Ma petite fille, souffla-t-elle d'une pauvre voix à peine audible. Mon heure est là. Tu vas te retrouver seule avec ton père.
C'est pourquoi je te donne cette petite poupée. Elle te conseillera chaque fois que tu en auras besoin. Veille bien sur elle et surtout, ne la montre à personne. Maman, maman, sanglota l'enfant, ne nous quitte pas. Mais la mourante n'eut pas le temps de la consoler. Elle venait de laisser échapper son dernier soupir. La petite fille, tout en pleurs, serra sa précieuse poupée dans ses bras et courut se réfugier chez son père. En dépit de son très lourd chagrin, le marchand s'efforça de s'occuper le mieux possible de Vassilissa. Mais il n'avait guère de temps à lui consacrer, et après quelques années de veuvage, il jugea préférable de se remarier. Sa nouvelle épouse était une veuve, mère de 2 filles. Or, contrairement à Vassilissa, qui était belle comme le jour, ces 2-là étaient terriblement laides, et aussi sottes que méchantes. En la voyant, la marâtre nourrit une véritable haine contre la jolie enfant. Elle chargeait Vassilissa de 1000 corvées, tandis que ses propres filles, elles, paraissaient ou ne pensaient qu'à s'amuser. Dans son désespoir, Vassilissa s'adressa à la petite compagne que sa mère lui avait léguée. Et elle eut rapidement la surprise de s'apercevoir que chaque nuit, pendant que la maisonnée dormait, la poupée accomplissait soigneusement toutes les tâches imposées à la malheureuse fillette. Celle-ci put ainsi conserver des mains douces et une jolie peau. Plusieurs années passèrent. Tandis que la beauté de Vassilissa ne cessait de s'affirmer, la jalousie de sa marâtre ne faisait qu'empirer. Un jour, la vilaine femme imagina un plan pour se débarrasser de cette encombrante rivale. Elle invita les 3 sœurs à réaliser des ouvrages à main. L'aînée ferait de la dentelle au crochet, la cadette tricoterait des chaussettes et Vassilissa filerait de la laine. Or, pendant que les jeunes filles étaient absorbées par leur travail, la flamme qui les éclairait se mit à vaciller dangereusement. La fille aînée se dirigea vers la bougie pour en couper la mèche. C'est du moins ce qu'elle prétendit, respectant en cela les instructions de sa mère. Mais elle bouscula volontairement le chandelier, de sorte que la pièce fut brusquement plongée dans l'obscurité la plus complète. « Oh, nous n'avons plus de feu !» s'exclama la maladroite. « Il va falloir que nous allions chercher un tison chez la sorcière qui vit au fond des bois. Elle seule pourra nous aider. » « Pour moi, cela n'est pas utile, » répliqua sa sœur. « Mon crochet brille tellement que je puis parfaitement me débrouiller. »« C'est vrai, » renchérit la première. « Moi non plus, je n'ai guère besoin de lumière pour manipuler mes aiguilles à tricoter. Mais toi, Vassilissa, tu ne vois pas assez clair. Va vite chercher un tison chez la sorcière. » Et les méchantes sœurs poussèrent la jeune fille jusqu'à la porte, qu'elles refermèrent bien vite derrière elles. Dehors, un vent glacial soufflait et la nuit était d'un noir d'encre. « Petite poupée, » gémit Vassilissa d'une voix tremblante, « aide-moi !»« N'aie crainte, Vassilissa, » répondit la poupée. « Fais-moi confiance. » La jeune fille s'enfonça alors dans la forêt en direction de la chaumière de la sorcière. Bien qu'elle sût que la poupée l'aiderait en toutes circonstances, elle ne se sentait pas à l'aise. Soudain, elle entendit derrière elle le bruit de sabots martelant le sentier. Se retournant, elle eut juste le temps d'apercevoir un cavalier vêtu de blanc qui montait un magnifique cheval à la robe immaculée. À l'instant même où il disparaissait parmi les arbres, le ciel s'éclaircit. 3 minutes plus tard, Vassilissa rencontra un cavalier habillé de rouge, couché sur le dos d'un cheval roux. Dès qu'ils se furent évanouis dans les fourrés, le ciel prit des teintes écarlates tandis que lentement, le soleil se levait. Pendant ce temps, la courageuse fille poursuivait son chemin et le soir suivant, elle arriva finalement chez la sorcière. Comme elle hésitait quelque peu avant d'oser frapper à la porte, elle vit filer à la vitesse du vent un chevalier tout de noir habillé, sur un fier cheval d'un noir de jais. L'instant d'après, la nuit enveloppa la forêt. Tout à coup, d'étranges morceaux de charbon de bois se mirent à rougeoyer sur chacun des piquets de la clôture entourant la maison de la sorcière.
Un frisson glacé parcourut la jeune fille qui resta clouée au sol. « Hé là! Qui es-tu? Et que fais-tu ici ?» grinça soudain une voix dans son dos. « Je m'appelle Vassilissa, » répondit la jeune fille dans un murmure. « Mes demi-sœurs m'ont envoyé chercher un tison chez vous. » Grommela la sorcière. « Il faut que je réfléchisse à la question. Entre donc en attendant. Tu pourras m'aider. Ça ne te fera pas de mal. » Sans oser protester, Vassilissa suivit la vieille à l'intérieur de son logis. « Commence par me préparer de quoi manger, » aboya celle-ci sans lui laisser le temps de s'asseoir. « Tu trouveras tout ce qu'il faut dans les armoires. » À demi évanouie de faim, Vassilissa s'exécuta. Et quand tout fut prêt, elle ne reçut pour nourriture qu'un misérable quignon de pain et un verre d'eau fort saumâtre. Et la sorcière ajouta: « Il va falloir que tu gagnes ce repas. Demain matin, tu nettoieras la maison. Puis, tu feras la lessive et tu cuisineras. Gare à toi si tout cela n'est pas exécuté parfaitement. » Quand Vassilissa se leva à l'aube le lendemain, elle constata, en regardant par la fenêtre, que les morceaux de charbon de bois luisaient encore faiblement. Juste à ce moment, le chevalier blanc réapparut et le ciel aussitôt s'éclaircit. Immédiatement après, suivit le chevalier rouge qui fit apparaître un soleil de feu à l'horizon. « N'oublie pas ce que j'ai dit !» rugit à ce moment la mégère avant d'enfourcher son balai et de s'envoler comme une flèche dans les airs. Vassilissa jeta autour d'elle un regard rempli de désespoir. Mais lorsqu'elle voulut saisir le balai, elle remarqua que la pièce venait d'être nettoyée. Sur le feu, un plat mijotait et le linge tout propre pendait à un fil au dehors. La jeune fille reconnut bien là l'œuvre de sa petite poupée et lui lança un joyeux merci. Quand le soir tomba, Vassilissa mit la table en attendant la sorcière. Dehors, le chevalier noir passa au grand galop et le crépuscule descendit sur la forêt, qui fut bientôt plongée dans l'obscurité, tandis que la jeune fille observait par la fenêtre le brillant charbon de bois redevenu incandescent. Soudain, elle entendit dans les arbres un craquement sinistre. La sorcière était de retour. « Tout est-il prêt ?» gronda celle-ci. La jeune fille désigna la table dressée, sur laquelle fumait un plat aux délicieux arômes. La vieille, d'un air fort satisfait, s'installa à sa place. « Demain, tu feras la même chose !» marmonna-t-elle la bouche pleine, tout en essuyant de sa main décharnée la sauce qui coulait le long de son menton. « Mais cette fois, tu laveras aussi les graines de pavot. Et fais bien attention de ne pas en perdre une seule !» Le lendemain, dès que la sorcière fut sortie, la petite poupée se remit au travail. L'aube suivit le passage du cavalier blanc et le soleil se leva grâce au cavalier rouge. Le soir venu, le retour de la mégère suivit de peu le galop du cavalier noir qui avait attiré la nuit. « Tout est-il terminé ?» interrogea la sorcière en s'asseyant immédiatement à la table. Vassilissa fit de la tête un petit signe affirmatif qui provoqua chez la vieille un accès de fureur. « Qu'est-ce qui te prend? Tu as avalé ta langue ?»« Je voudrais vous demander quelque chose, » balbutia la jeune fille, « ou plutôt 3 choses. » La sorcière haussa les épaules. « Tu peux toujours demander, mais il n'est pas sûr que tu recevras une réponse. Allez, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Je t'écoute. » « Quand je suis venue ici, » commença Vassilissa, « j'ai rencontré un cavalier blanc sur un cheval blanc. J'aimerais savoir qui il est. »« Hé hé !» ricana la vieille. « Tu es une petite curieuse, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te le dire, ma chère. Ce cavalier blanc est ma lumière du jour. » Un peu plus loin, reprit la jeune fille, j'ai croisé un cavalier rouge monté sur un cheval roux. Qui était-il? Cette fois, la sorcière éclata de rire. « Tu peux le savoir aussi, dit-elle. Ce cavalier rouge est mon soleil. » Vassilissa osa alors poser sa 3e question. « Et le cavalier noir sur le cheval noir, qui est-il? »
C'est mon 3e valet, expliqua la sorcière. Il est ma nuit noire. Vassilissa fit un signe pour dire qu'elle avait compris, mais ne dit mot. Était-ce là tes 3 questions? Demanda la sorcière. Oui, c'est tout ce que je souhaitais savoir, fit poliment Vassilissa. Je vous remercie beaucoup. La vieille la fixa attentivement d'un œil inquisiteur. Elle semblait réfléchir. Enfin, elle lui tendit un solide bâton à la pointe incandescente. « Voilà le feu pour lequel tes vilaines sœurs t'ont envoyé chez moi, » déclara-t-elle. « Tu l'as bien mérité. » Un instant plus tard, la sorcière avait disparu. Sans hésiter, Vassilissa se précipita dehors dans la nuit sombre. Cette fois, elle n'avait plus peur, car elle avait de quoi s'éclairer. Il lui fallut de nouveau une journée entière pour accomplir le voyage du retour. « Nous sommes bien contentes que tu sois revenue !» lui cria sa belle-mère depuis l'intérieur de la maison, tandis que ses 2 demi-sœurs se précipitaient sur le chemin pour l'accueillir. « Depuis que tu es partie, nous sommes sans feu !» commenta la sœur aînée. « Il a fait glacial et tout noir !»« Heureusement, tu es parvenue à trouver du feu !» poursuivit la cadette. « Nous allons pouvoir nous réchauffer !» En effet, quelques instants plus tard, les flammes dansaient joyeusement dans l'âtre et les chandeliers jetaient dans la pièce une lueur chaleureuse. Mais alors, un étrange phénomène se produisit. Seule Vassilissa se tenait tout près du feu sans danger. Dès que sa marâtre ou ses belles-sœurs approchaient trop des flammes, celles-ci grandissaient furieusement, risquant de mettre le feu à leurs vêtements et les obligeant à faire un bond en arrière. « Ce feu est maléfique !» hurla la mère des 2 filles. « Nous sommes en danger de mort !»« C'est vrai !» approuvèrent les sœurs. « Le feu de la sorcière est doué de pouvoirs magiques !» Elles décidèrent alors toutes les 3 d'aller vivre dans un pays lointain pour échapper à la malédiction. Sans vouloir en avertir Vassilissa, elles rassemblèrent la nuit même tous les objets précieux qu'elles purent dérober dans la maison, puis se préparèrent un énorme panier bourré de victuailles et quittèrent les lieux sur la pointe des pieds. Vassilissa ne remarqua point leur départ, car elle avait sombré dans un profond sommeil après ses aventures dans la forêt. Quant à son père, il se trouvait en voyage d'affaires. Le lendemain, lorsqu'elle s'éveilla, la jeune fille constata avec stupéfaction la disparition de sa belle-mère et de ses 2 sœurs. Comme elle n'aimait pas rester seule, elle éteignit le feu, se prépara à son tour quelques provisions et partit vers la ville après avoir fermé soigneusement la porte du logis derrière elle. Chemin faisant, elle croisa une femme âgée qui lui demanda gentiment « Où vas-tu de ce pas, ma jolie ?» Vassilissa répondit « Je cherche un endroit pour y habiter jusqu'au retour de mon père. » Sans hésiter, la femme proposa « Tu as de la chance. Je vis justement seule, et si tu le veux, tu pourras me tenir compagnie le temps que tu voudras. » La jeune fille accepta volontiers la proposition de l'inconnu, et toutes 2 partirent ensemble en direction du bois. Juste à l'orée de celui-ci, se dressait une toute petite maison dans laquelle elles entrèrent. « C'est ici que j'habite, » annonça la femme. « Ce n'est point grand, mais il y fait sec et propre. » Et en effet, quand Vassilissa jeta un regard autour d'elle, elle constata que la maisonnette était bien tenue et que tout y brillait d'un éclat joyeux. « Je sens que je vais me plaire ici, » dit-elle gaiement à son hôtesse. « Je le crois aussi, ma chère enfant, » fit l'inconnu avec un petit rire. « Nous sommes faites pour nous entendre. » Quelques jours passèrent sans nuages. Un matin, Vassilissa déclara « Madame, je voudrais bien vous aider, mais il fait tellement propre chez vous que je ne vois pas ce que je pourrais faire. » Notre histoire continue sur la seconde phase de cette cassette.